de savoir mettre sa calculatrice en mode examen pour le jour de l'épreuve, chose très importante. Savoir la mettre et surtout savoir la sortir du mode examen. Je vais vous faire une mise en situation. J'ai des calculatrices, j'ai les câbles qu'il faut, etc. Ce qui serait très bien pour vous, ce serait aussi de vous entraîner en temps réel en le faisant avec moi. D'accord ? Ensuite, on va faire une fiche qui va résumer vraiment l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les fonctions. Alors, si je minute, le mode examen, on va rester peut-être une dizaine de minutes maximum. D'accord ? Ce qui nous permettra de rester beaucoup de temps sur les fonctions. On a besoin de beaucoup de temps pour se rappeler tout et essayer de faire une cartographie de tout ce qu'il faut se rappeler sur les fonctions. Peut-être un quart d'heure, entre 10 minutes et un quart d'heure. Puis, on prendra un exercice de type bac de la session 2022. J'en ai choisi un en particulier qui traite des fonctions. Et je vous laisserai un petit peu de temps de prise de connaissance du sujet. Et ensuite, on traitera le sujet en entier, enfin l'exercice en entier, pendant une bonne vingtaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Puis, on fera exactement la même chose, mais sur la géométrie dans l'espace, avec d'abord une fiche récapitulative sur tout ce qu'il faut savoir faire et savoir en termes de connaissances sur les propriétés, les formules, etc., sur la géométrie dans l'espace. Puis, un exercice, pareil, un exercice de la session 2022, sur lequel je vais vous laisser chercher un petit peu, puis on le fera ensemble pendant l'autre moitié du temps. Donc, quelque chose comme 10 minutes, 40 minutes et 40 minutes, ce qui va nous amener à 1h30. Et voilà, au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que ça va au niveau de l'ordre du jour pour tout le monde? Est-ce que ça vous convient? Très bien. Bon, eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la première chose qu'on doit savoir faire pour l'épreuve, c'est mettre sa calculatrice en mode examen. Alors, je vais reprendre l'adresse du Casio Éducation de la vidéo explicative, excusez-moi, je cherche mes mots, vidéo explicative sur la chaîne YouTube Casio Éducation qui vous montre pas à pas ce que vous devez faire pour mettre votre calculatrice en mode examen, etc. D'accord. Si Marine, ça ne te dérange pas de prendre et de faire un copier-coller. Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire? Non, parce que je suis en présentation. Donc, le mettre dans le fil de discussion, si ça ne te dérange pas, comme ça, ensuite, ceux qui veulent y aller pourront y aller. Ouais, merci beaucoup, Marie. Donc, moi, je vais le faire, mais dans la pratique. Donc, je vais mettre en pratique ce qui est écrit, enfin, ce que vous voyez dans la vidéo. Et en particulier, la première chose à faire, c'est calculatrice éteinte. Il faut se rappeler ça. Quelle que soit votre calculatrice programmable, que ce soit la Graph 35 ou la Graph 90, d'accord, vous devez presser 7, puis COS, puis AC, et en étant simultané. Je veux dire par là, vous gardez les doigts sur 7 et COS, et vous appuyez sur AC, et votre calculatrice se mettra en mode examen. D'accord? Donc, allons-y. Faisons la manipulation. Donc, je mets la caméra en route. Je prends ma calculatrice. D'accord? Donc, allumer, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc, je l'éteins. Et je la mets en mode examen. D'accord? Donc, je vous rappelle, 7, COS, d'accord? Et AC. Et là, tout de suite, la calculatrice va s'allumer, faire un pop-up en disant « Accéder au mode examen ». Vous dites « Oui » en tapant F1. Et la calculatrice va passer en mode examen. Êtes-vous sûr? F2, continuez. Et voilà, accès au mode examen. OK? La calculatrice va redémarrer. Et je vous rappelle que le mode examen, c'est un mode où la mémoire de la calculatrice n'est plus accessible. D'accord? Donc vraiment, vous avez un écran qui va avoir un R qui est visible. OK? Et puis vous allez avoir aussi la diode de votre calculatrice qui va se mettre à clignoter. D'accord? Donc au début de l'épreuve, l'examinateur va vous demander de la mettre en mode examen. Donc il ne faut pas l'avoir fait avant. D'accord? Si vous l'avez fait avant, okay, vous rééteignez votre calculatrice, vous pouvez réactiver le mode examen par-dessus un mode examen. D'accord? Donc vous refaites 7, COS et AC, et elle va se réinitialiser à nouveau en mode examen. D'accord? Donc là, elle refait le mode examen par-dessus un mode examen. Si l'examinateur se rend compte que votre calculatrice était déjà en mode examen, il peut vous demander de faire ça. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Alors, maintenant que vous avez une calculatrice en mode examen, il faut être capable de la sortir du mode examen. Donc, pour désactiver le mode examen, comme il est écrit ici, désactivation, on peut le faire de deux façons. Avec une autre calculatrice, qui, elle, ne doit pas être en mode examen, okay, ou bien avec un ordinateur en vous connectant directement. Donc, je vais vous montrer les deux méthodes. La première, ça consiste à avoir une calculatrice qui n'est pas en mode examen elle-même. Hein, d'accord. Donc, si vous êtes deux à la sortie de l'examen et que vous les avez mis tous les deux en mode examen, vous ne pouvez pas désactiver l'une grâce à l'autre. D'accord. Il faut que ce soit une calculatrice qui n'a pas été mise en mode examen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord aller dans le menu qui s'appelle lien ou link, ça dépend de la version de la langue que vous avez. Vous vérifiez que la calculatrice est bien dans un type de câble qui s'appelle 3 broches, 3 pins, d'accord? Et ensuite, vous vous mettez en réception. La calculatrice qui est en mode examen doit se mettre en réception, d'accord? De l'autre côté, on a notre calculatrice qui va débloquer, qui, elle, va être en envoi de message, d'accord? Alors, maintenant que j'ai fait tout ce qu'il faut, il me faut le câble, d'accord? Je vous remontre les câbles qu'il faut pour arriver à connecter deux calculatrices. C'est un câble qui vous est livré avec votre calculatrice, d'accord, qui a cette forme-là, des deux côtés, ok, avec 3 broches, 1, 2, 3, d'accord. Donc, on le connecte ici, en faisant bien le bruit, clac, caractéristique du fait que c'est bien rentré. Vous faites ça aux deux calculatrices, d'accord. Et une fois que vous les avez bien connectées, celle-ci est en réception et celle-ci va envoyer un message de examen. Donc, sortie du mode examen, déverrouiller le mode examen. F1, réinitialiser, déverrouiller, oui. Et voilà. D'accord. Donc, le mode examen a été éliminé de la calculatrice ici, et quitter le mode examen, elle va redémarrer et se relancer sans le mode examen. Alors maintenant, il y a la manipulation possible avec un ordinateur, puisque si vous êtes à la sortie de l'examen, vous n'aurez peut-être pas quelqu'un qui sera avec vous disponible pour la sortir du mode examen. Alors vous avez aussi, donc vous avez deux types de câbles qui ont été donnés avec votre calculatrice, le câble de connexion calculatrice-calculatrice, et puis le câble de connexion calculatrice-ordinateur. D'accord? Donc là, c'est une prise USB d'ordinateur, et ça, c'est le câble de connexion à la calculatrice. OK? Donc, je me connecte donc d'un côté à l'ordinateur. Alors, par contre, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'ordinateur. Je vais simplement vous expliquer ce que je fais. Donc, je me connecte à une prise USB de l'ordinateur. OK? Et de l'autre côté, donc, je vais prendre ma calculatrice et je vais la mettre en mode examen. Hein. D'accord? Donc, je l'éteins et je relance un mode examen. Donc, 7, COS, AC, accéder au mode examen F1, continuer F2, la calculatrice redémarre, elle est en mode examen. Une fois qu'on a fait ça, on a une calculatrice donc qui est en mode examen. OK, elle clignote en haut aussi, si vous le voyez. Voilà, d'accord. Donc maintenant, si je veux désactiver le mode examen, je la connecte ici, cette fois-ci, de ce côté. Là, c'était pour le 3 broches. Là, c'est pour l'ordinateur. Et je sélectionne, vous voyez, un pop-up qui s'ouvre sur ma calculatrice qui dit le mode de connexion. Alors, je vais dire que c'est une clé USB, parce que le but, c'est que finalement, on envoie un fichier, n'importe lequel, sur la calculatrice. Et la calculatrice va se comporter sur votre écran d'ordinateur comme une clé USB. D'accord? Donc, ce que je vais avoir, c'est directement un pop-up, voilà. Je vous explique ce que j'ai et que vous aurez vous aussi. Un pop-up sur mon ordinateur avec la fenêtre, finalement, comme si c'était une clé USB qui a été insérée dans l'ordinateur. D'accord? Et l'idée, ça va être tout simplement de prendre n'importe quel fichier, celui que vous voulez, d'accord, un fichier à vous, et de le basculer sur, donc j'en prends un au hasard, et je le bascule sur ma clé USB. Donc la clé USB, c'est-à-dire la calculatrice, hein, d'accord? Donc copier-coller, je viens de transférer un fichier, d'accord? Pour l'instant, la calculatrice ne me dit pas que le mode examen est désactivé, mais le fait d'avoir envoyé un fichier fera que la calculatrice sortira du mode examen. D'accord? Donc maintenant, je peux éjecter. Donc je vais sur la clé USB, je dis retirer le périphérique en toute sécurité. D'accord? Rappelez-vous. Donc, hop, j'éjecte la calculatrice. Voilà. Et là, vous voyez un pop-up qui vient d'apparaître qui dit quitter le mode examen. D'accord?
le fait que j'ai transféré un fichier a fait sortir la calculatrice de son mode d'examen et maintenant, je vais à nouveau désactiver. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette manipulation? Et est-ce que vous avez des questions? Alors, tout ce que je viens de vous montrer est réexpliqué exactement pas à pas, comme je viens de le faire, sur la vidéo dont vous avez le lien envoyé par Marine dans le chat. D'accord? Donc, si vous avez des hésitations, etc., n'hésitez pas à revoir cette vidéo pas à pas, à mettre la pause quand vous en avez besoin. D'accord? Voilà. Ok, pas de questions, donc je suppose que tout va bien. On va pouvoir passer eh bien, à ce que j'ai appelé l'essentiel à retenir sur les fonctions. Donc, la méthode de travail, pour que vous ne soyez pas déconcentré par vos prises de notes, ça va être de faire finalement une infographie, enfin une graphie avec des stylos, hein, d'accord, ça va pas être de l'infographie, on va faire ça à l'ancienne. Donc avec des stylos, on va faire sur cette fiche-là, on va faire finalement un résumé de tout ce qu'il faut savoir sur les fonctions. D'accord. Ensuite, je vous laisserai 5 minutes essayer d'étudier les sujets que j'ai choisis. D'ailleurs, Marine, oui, est-ce que c'est possible que tu transmettes les 2 sujets de bac qui sont pour les que je vais traiter juste après? D'accord. En fait, ce sont les fichiers que j'ai envoyés qui s'appellent sujet fonction et sujet suite. Si tu peux les envoyer à leur adresse mail, ça leur permettra, voilà, ceux qui veulent pendant les explications commencer à prendre connaissance des sujets, ce serait pas mal, ouais, si tu peux. Merci Marine. Donc, allons-y. Alors donc, voilà, pour vous dire le déroulé et pour que vous restiez concentré sur ce qui va être dit, toutes les infographies, toutes les fiches qu'on va faire, toutes les corrections qu'on va faire, toutes les explications qu'on va faire et tout ce que je vais écrire, vous en aurez une copie PDF à la fin de la formation. D'accord? Donc, ne perdez pas de temps à prendre des notes qui consisteraient à réécrire ce que je suis en train d'écrire, puisque ça, vous y aurez accès à la fin de la formation. D'accord? L'essentiel, c'est vraiment d'être dans l'écoute et dans le question-réponse si vous avez des questions, tout simplement. D'accord? Alors, je repère les bords pour ne pas écrire en dehors du cadre. Et quatrième. Voilà. Alors donc, on va faire donc une fiche qui va résumer tout sur les fonctions. Alors, quand je dis résumer tout sur les fonctions, hein, c'est ambitieux. Le but, ça va être surtout de résumer globalement tout ce qu'on doit savoir. D'accord? Je ne vais pas écrire, par exemple, toutes les formules de toutes les dérivées. Toutes les formules de toutes les dérivées doivent être connues. D'accord? Ce qui veut dire que si vous avez besoin d'un formulaire pour les dérivations de U fois V, de U sur V, etc., vous devez en avoir un en plus de cette fiche, bien sûr. OK? Alors, la première chose qu'il faut repérer, c'est qu'en fait, il y a 2 thèmes principaux qui vont permettre d'avancer sur les fonctions. C'est les limites, déjà, ce qu'on appelle les limites. OK. Les études de limites de fonctions, en fait. OK. Et de l'autre côté, c'est la dérivation. D'accord? La dérivée. D'accord? Donc, avec ces 2 thèmes, en fait, vous avez énormément de formules. Hein, d'accord? Je vous rappelle que déjà, pour les limites, vous avez les tableaux d'opérations. Les tableaux avec les 4 opérations sur les limites, plus, moins, fois, divisé. D'accord? Des tableaux à connaître par cœur, avec si j'ai une fonction qui tend vers plus l'infini et l'autre qui tend vers moins l'infini, le produit des deux, c'est moins l'infini, puisque c'est la règle d'opération. Et puis si c'était une addition, attention, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des formes indéterminées. D'accord? Et pour lever les formes indéterminées, on a plusieurs techniques. Indéterminées. Pour lever les formes indéterminées, on a plusieurs techniques, d'accord? L'une d'elles, c'est la factorisation.
D'accord? Ça peut être factorisé au numérateur, au dénominateur par le plus fort. D'accord? Il y en a d'autres, ça peut être de développer. D'accord. Des fois, ça peut consister à développer. Vous avez une parenthèse qui fait que vous avez une forme indéterminée avec un 0 et un infini. Et puis, si vous développez, vous n'avez plus de forme indéterminée. D'accord? Et puis, vous avez d'autres techniques, c'est les croissances comparées. Les croissances comparées, elles vont vous permettre d'aboutir. Par exemple, vous savez que ln de x, alors je ne vais pas faire le bilan de tout, hein, mais que ln de x, okay, il est moins fort que les x puissance quelque chose, qui lui-même est moins fort que le exponentiel x. D'accord? Alors quand je dis moins fort, hein, attention, il ne faudra surtout pas l'écrire comme ça le jour d'un DS, hein, d'accord? Mais cette écriture-là est une écriture mathématique rigoureuse dans le supérieur qui s'appelle la prépondérance. D'accord? Simplement, c'est pas pour vous donner du hors-programme, c'est juste pour vous dire, quand vous avez x ln x, eh bien, vous savez que en 0, par exemple, ln x veut aller vers moins l'infini, mais x veut aller vers 0, et comme x est plus fort que ln x, la formule que vous avez à vous rappeler dans le cours, c'était une formule du cours, celle-là, c'est que x ln x en 0, ça tend vers 0, parce que le plus fort impose sa loi. D'accord? On fait le même raisonnement avec exponentiel x, par exemple, exponentiel x sur x en plus l'infini. Exponentiel x veut aller vers plus l'infini et x veut aller aussi vers plus l'infini. Mais comme exponentiel x, c'est lui le plus fort, il va imposer sa loi et donc il va aller vers plus l'infini. La fraction en plus l'infini tend vers plus l'infini. Est-ce que ça va ce que je viens d'expliquer? Est-ce que c'est clair? C'est une façon de représenter toutes les propriétés, mais en une seule écriture. D'accord? Bien sûr, si vous avez besoin de toutes les écritures, de toutes les limites comparées dont vous avez besoin, ne vous privez pas de faire une fiche là-dessus. D'accord? Les fiches de formules sur les fonctions, elles sont très importantes. D'accord? Donc vous avez x ln x, vous avez ln x sur x, vous avez x exponentiel x et vous avez exponentiel x sur x. Et puis, sur x au carré, sur x et tous ses copains, quoi. X puissance 2, x puissance 3, etc. Voilà ce que je peux dire sur les limites en général. D'accord? Il y aurait beaucoup plus à dire, les théorèmes de comparaison, théorème des gendarmes, etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de général. D'accord? Je vais faire la même chose avec la dérivation. La dérivation, vous avez toutes vos formules. Formules de dérivation, il faut les connaître par cœur. D'accord? Toutes ces formules sont à connaître par cœur. Donc, les formules de dérivée avec tous les tableaux, okay, avec U fois V, U sur V, U plus V, etc. D'accord? Avec X puissance N, etc. Donc, les formules sont à connaître par cœur et elles permettent, par exemple, d'aller s'intéresser à l'équation d'une tangente, puisque la dérivée va permettre de tracer des tangentes ou de savoir l'équation d'une tangente. Alors cette formule-là, par contre, c'est nécessaire que je l'écrive. Quand vous avez une tangente, c'est y égale f' de x0, x moins x0 plus f de x0. D'accord? Ça, c'est l'équation d'une tangente et c'est très important de s'en rappeler. OK? Et à nouveau, quand vous avez la dérivée, vous pouvez faire d'autres choses avec une dérivée. Et en fait, la première chose, la chose la plus importante qu'on va faire avec une dérivée, c'est étudier son signe. D'accord? Parce que le signe d'une dérivée va nous donner les variations d'une fonction. Alors maintenant, le signe de la dérivée, il y a plusieurs façons de savoir le signe d'une dérivée, suivant ce qu'on a comme dérivée, en fait. Si on a une fonction affine, c'est la fonction la plus facile à savoir pour son signe, puisque c'est moins plus 0, enfin pardon, moins 0 plus ou plus 0 moins, suivant le signe de m. D'accord? Donc ça peut être une fonction affine. Fonction affine, on sait faire. D'accord? Si c'est une fonction du second degré, d'accord? Là, ce qu'il faut faire, c'est delta. D'accord? Et puis si c'est autre, et là, ce sera le cas général, d'accord? Eh bien, si c'est le cas général, on doit résoudre trois équations. On doit résoudre l'équation
f' de x négatif, et ça dira où mettre les moins dans le tableau. Ensuite, on doit résoudre f' de x égale 0, et ça nous permettra de mettre les barres 0 dans le tableau. Et ensuite, on résout f' de x supérieur à 0, et ça permettra de savoir où mettre les plus dans le tableau. Alors, à nouveau, on a 3 lignes à faire, mais finalement, quand vous en avez fait 2, vous en déduisez la troisième, puisque c'est une disjonction de 2 cas. D'accord? Donc, il suffit de savoir où mettre des 0 et où mettre des plus, et on met des moins partout où on n'a rien écrit. Est-ce que ça va sur la méthode, en général, sur le signe d'une dérivée? Ça convient? Ouais. OK. Donc, une fois qu'on a étudié la dérivée et les signes de la dérivée, d'accord, on peut, hop, je fais ma zone comme ça, on peut aller tout de suite, hop, s'intéresser aux variations de la fonction. D'accord? Et les variations de la fonction, bon, bah là, c'est immédiat dès qu'on a le signe, hein, puisqu'on va être capable de dire signe de la fonction dérivée plus, variation croissante, signe de la fonction dérivée moins, variation fonction décroissante. D'accord? Et tout ceci va alimenter un autre thème qui a été abordé, celui-là, par contre, en terminale, parce que ce que je viens de vous dire, là, une bonne partie de ce que je viens de vous dire qui vient de la première plutôt, les limites, ça vient plutôt de la terminale, mais il y a tout un thème qu'on a fait qui s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires, théorème des valeurs intermédiaires, et le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qui sont deux théorèmes qui utilisent finalement ces variations. D'accord? Alors, ces théorèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent de répondre à des questions très spécifiques dans un énoncé. La question, c'est une question où on vous dit « Montrez qu'il existe au moins une solution » ou « Il existe une unique solution ». Ça dépend des formulations. Quand on vous dit au moins une solution, ça parle du TVI. Si on vous dit il existe une unique solution à l'équation, démontrer qu'il existe une unique solution à l'équation, ça, c'est typiquement un exercice qui fait intervenir ce qu'on appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? On en fera un exemple, bien sûr. J'ai choisi un sujet sur lequel, si je me rappelle bien, il y a ça. Alors, si la rédaction ne correspond pas à ce que vous avez fait, d'accord, eh bien, en fait, vous l'avez fait dans l'année et il y a plusieurs rédactions de corollaires du théorème des valeurs intermédiaires qui sont disponibles. Avant tout, ce qui est important, c'est les variations, mais c'est aussi ce qu'on appelle la continuité. D'accord? C'est-à-dire, il faut ajouter l'argument que la fonction est continue si elle doit passer par des valeurs intermédiaires. En clair, si elle démarre à 1 et qu'elle va à 3, forcément, puisqu'elle est continue, c'est-à-dire je ne lève pas le crayon, elle va passer par toutes les valeurs intermédiaires entre 1 et 3. Et a fortiori par 2, par exemple, et l'équation f de x égale 2 aura au moins une solution. OK? Alors, donc, je ne reviens pas sur ça. Maintenant, je reviens quand même sur... Alors, attention... je reviens sur la première et l'exponentielle en première, donc la fonction exponentielle. Alors, vous avez eu beaucoup de choses sur la fonction exponentielle en première, et peut-être que ça n'a pas été forcément repris, question de manque de temps pour votre prof de terminale, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça a été très difficile de reprendre. J'ai repris, mais ça a été très coûteux en énergie et en temps. La fonction exponentielle, c'est quelque chose qu'on revoit assez peu en terminale, et pourtant, c'est la chose essentielle qu'on va faire l'une des choses essentielles qu'on va faire pendant le bac. D'accord? Donc, il faut quand même avoir les idées bien claires sur la fonction exponentielle. Première chose, c'est son tracé. D'accord? Donc, si je fais un tracé de la fonction exp, il faut vraiment avoir les idées claires là-dessus. Elle est très horizontale et elle devient très énervée ensuite. D'accord? Il y a quelques points qu'il faut connaître. Donc, évidemment, là, rien que le dessin nous permet de dire que la limite en moins l'infini vaut 0, que la limite en plus l'infini vaut plus l'infini, que la valeur en 0, là, en faisant le dessin, je vois bien que la valeur en 0, c'est 1. Et lorsque je suis à la valeur 1 en x, eh bien le y, d'accord, c'est le nombre qu'on appelle e, qui vaut environ 2,7. Alors, si vous voulez être plus précis, c'est 2,72. Si vous voulez être encore plus précis, c'est 2,718. Et si vous voulez être encore plus précis, la calculatrice est là pour vous aider.
D'accord? Alors, ensuite, ça, c'est la base de ce que c'est que la fonction exponentielle. Maintenant, vous avez plusieurs choses à savoir sur la fonction exponentielle. Une première chose à savoir, c'est que exponentielle x fois exponentielle y, ça vaut exponentielle de x plus y. Alors attention, hein, 1 fois se transforme en plus, de la même manière que on a cette transformation qui se passe dans les puissances. D'accord? 2 puissance x fois 2 puissance y, eh c'est 2 puissance x plus y. Et c'est pour ça que la fonction exponentielle est écrite sous la forme d'une puissance du nombre e. Parce que c'est vraiment, réellement, le comportement identique des puissances entières que vous avez vues au collège. D'accord? Donc là, j'ai mis une propriété, mais il y en a plein d'autres. Hein, d'accord? En particulier, il y en a une deuxième qui est indispensable, c'est exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Celle-ci est indispensable à savoir. D'accord? Évidemment, exponentielle x sur exponentielle y, on peut la déduire de ça, ça fait exponentielle x moins y. D'accord? Et vous avez les dérivées qui font intervenir exponentielle. La dérivée de exponentielle, c'est exponentielle. Donc, on peut écrire que exponentielle prime égale exponentielle, d'accord? Et puis, on peut dire que exponentielle u prime, c'est exponentielle u fois u prime. Et voilà la liste de toutes les formules à savoir parfaitement concernant la fonction exponentielle que vous avez vue en première. Alors, il n'y a que les limites et les croissances comparées qui n'ont pas été vues. Donc, les limites, je viens d'en parler, plus l'infini en plus l'infini, 0 en moins l'infini. Et les croissances comparées, je viens d'en parler ici, l'exponentielle bat tout le monde. Est-ce que ça va sur la fonction exponentielle? Alors, je vais continuer un petit peu. On a la fonction ln aussi. Alors, la fonction ln, très important, vous avez le lien entre exponentielle et ln qui consiste à dire l'une est la réciproque de l'autre. D'accord? Donc déjà, vous avez la fonction ln qui a un tracé qui va être bien différent. D'accord? Il va démarrer comme ça et il va continuer comme ça. D'accord? Donc la fonction ln, elle n'est définie que sur 0 plus l'infini. Donc ça, c'est une sacrée différence avec, hop là, avec la fonction exponentielle. On a un ensemble de définitions qui n'est pas sur R. D'accord? Donc là, c'est vraiment très important de faire cette différence avec la fonction exponentielle. D'accord? Alors, en continuant, on va voir qu'en 0, la fonction ln tend vers moins l'infini, et qu'en plus l'infini, la fonction ln tend vers plus l'infini, mais beaucoup plus faiblement que toute autre fonction. D'accord? Vous voyez qu'elle ralentit. Et en 1, la fonction ln vaut 0. ln de 1 égale 0. D'accord? Donc, si je peux faire un dessin qui va relier ln et exponentielle, hein, d'accord, ça consiste à dire si j'ai x et j'ai y, eh bien, si l'exponentielle va dans ce sens-là, alors ln va dans ce sens-là. D'accord? C'est-à-dire, si je fais y égale exponentielle de x, eh bien, j'ai x qui est ln de y. D'accord? Alors, on a les mêmes propriétés pour le logarithme, mais complètement inversées. C'est-à-dire que c'est le ln de x plus ln de y qui va être égal à ln de x fois y. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai une addition de logarithmes népériens, eh bien c'est la même chose que la multiplication entre eux, le ln de la multiplication. D'accord? C'est-à-dire finalement la propriété complètement inversée par rapport à exponentielle. D'accord? Alors, on ne va pas faire ln de moins x, hein, ça n'a aucun sens, puisque si x est positif, ln de moins x, ce serait le ln d'un nombre négatif, hein, d'accord? Donc, on ne fait pas de propriété avec ln de moins x, d'accord? Mais ln de 1 sur x, on pourrait dire que c'est moins ln de x. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas une propriété aussi importante que exponentielle moins x, donc je ne l'écris pas. Par contre, la dérivée de ln, celle-ci, elle est très importante. ln' de x, je ne sais pas si votre prof vous l'a démontré, moi je le démontre, c'est la fonction 1 sur x. Et la dérivée de ln de u, c'est u'
sur U. Voilà deux propriétés bien importantes sur le logarithme népérien. Et voilà l'essentiel sur la fonction exp et la fonction ln. D'accord? Alors, il reste des petites choses que je vais vraiment simplement citer, d'accord? Et en particulier, ce qu'on appelle la convexité. D'accord? Une courbe qui est convexe, d'accord? C'est une courbe qui est comme ceci, d'accord? Et une courbe qui est concave, c'est une courbe qui est comme ceci. Alors, j'ai utilisé le même code couleur, tout simplement, pour vous montrer que, en fait, la courbe exponentielle, elle est convexe, d'accord? Et la courbe ln, elle est concave. OK? Alors, il y aura des élèves, enfin des personnes qui vous diraient que c'est une fiche incomplète. Bon, si on peut montrer comment dire, pardon, le fait que la courbe est convexe, d'accord, c'est le fait que la dérivée seconde soit positive. C'est-à-dire que finalement, la fonction f' est croissante, c'est-à-dire finalement, la dérivée est en train d'augmenter. Alors, vous voyez que là, la fonction, elle est en train de descendre de plus en plus lentement, puis elle se met à monter de plus en plus vite. Descendre de plus en plus lentement, puis monter de plus en plus vite, c'est avoir une dérivée seconde qui est positive. Et là, c'est le contraire. On monte de plus en plus lentement, puis on descend de plus en plus vite. Ça, c'est une dérivée seconde qui est négative. D'accord? Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle un point d'inflexion. C'est-à-dire lorsque la dérivée s'annule en changeant de signe, d'accord, on a un point qu'on appelle point d'inflexion. Voilà. OK? Avec finalement une partie de la courbe qui va être ici concave, l'autre partie de la courbe qui va être convexe, la dérivée seconde qui s'annule en changeant de signe, en étant d'abord par exemple négative puis positive, mais ça marcherait très bien avec du positif puis du négatif. Et lorsque la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, on a ce qu'on appelle un point d'inflexion. OK? Bon, voilà. Donc, je viens de balayer assez vite une grande partie de l'année sur les fonctions. Si vous avez des questions, c'est possible. Sinon, on peut aller directement vers le sujet qui s'appelle, donc, celui que j'ai choisi, c'est Amérique du Nord. Amérique du Nord, du 19 mai, donc du jour 2 de mai 2022. Et c'était l'exercice 2, si je me rappelle bien. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour essayer de vous intéresser donc, à ce sujet. Je vais couper la caméra quelques minutes. OK. Donc, oui, voilà, c'est sujet 2, exercice 2, Amérique du Nord. OK. Et dans quelques minutes, je reprends la parole et on corrige pas à pas toutes les lignes de cet exercice-là. Ça vous convient? À tout de suite. Alors, est-ce que tout le monde parvient à lire et voit bien le cadre dans lequel je vais écrire, etc.? Ça va? OK. Donc, je sais bien que je vous laisse très peu de temps pour prendre connaissance du sujet, mais le but, c'est d'essayer d'en traiter un maximum. Et lorsqu'il me restera à peu près 30 minutes, c'est-à-dire à 15 heures, je m'arrêterai, même si je n'ai pas complètement terminé cet exercice-là, pour pouvoir traiter quand même aussi la géométrie dans l'espace. D'accord? Donc, on va essayer d'en faire un maximum. Alors, vous avez une fonction qui est du 3e degré ici, définie sur un intervalle moins 3, 4, et on vous demande de trouver les variations de la fonction, ce qui veut dire qu'il faut étudier le signe de la dérivée. Donc, on commence par écrire pour tout x appartenant à l'intervalle moins 3, 4, p' de x égale, et on y va, la dérivée de x3, 3x2, moins 3 fois la dérivée de x2, c'est-à-dire 2x, plus 5, parce que c'est la dérivée de 5x, et plus 0, parce que c'est la dérivée de 1. D'accord? Donc on se retrouve avec 3x2, moins 6x,
plus 5. Et si on doit toujours chercher les variations de la fonction P, c'est chercher le signe de P', et signe de 3x2 moins 6x plus 5, avec la fiche que je viens de vous faire, ça consiste à essayer de chercher delta. D'accord? Donc, on va chercher delta, b carré moins 4 fois A fois C, delta égale b carré moins 4AC, d'accord? Si je vais, avec la calculatrice, faire ces calculs-là, alors où est-ce que je peux la mettre? Je peux la mettre ici, la calculatrice. Vous verrez au fur et à mesure ce que j'écris, j'imagine. Donc, on y va. Ça nous fait 36. Donc, 36 moins 4 fois 3 fois 5, c'est-à-dire moins 24. Delta étant négatif, on n'a donc pas de racine réelle. Et pas de racine réelle, ça signifie que la fonction du second degré est du signe de A. D'accord? Donc, on a P' de x qui est strictement positive, d'accord, sur l'intervalle moins 3, 4. Donc, on a P qui est strictement croissante. Sur l'intervalle moins 3, 4. Est-ce que ça va pour tout le monde? OK. Donc, on continue. La deuxième question, je vous disais qu'on allait faire une question de CTVI, de corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Justifier que l'équation P de x égale 0 admet dans l'intervalle moins 3, 4 une unique solution qui sera notée alpha. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut la trouver, ça veut dire qu'il faut montrer qu'elle existe. Donc, en fait, on va faire une rédaction de corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Je vous rappelle les indispensables, mais votre enseignant vous a peut-être montré une autre rédaction qui sera tout aussi valable. D'accord? Les indispensables sont de parler de la continuité de P. Donc, P est une fonction continue. D'accord? Si vous voulez justifier qu'elle est continue, c'est parce que c'est une fonction polynôme. D'accord? La fonction x au cube moins 3x2, etc. est une fonction polynôme, donc elle est continue. Ce n'est pas exigible là, pour le bac. Donc, P est continue et strictement croissante. Sur l'intervalle moins 3 jusqu'à 4. D'accord? On a besoin de savoir quelles sont les valeurs de P de moins 3 et de P de 4. D'accord? Alors, par le calcul, très rapidement, P de moins 3, on se retrouve alors, je vous montre aussi une façon de faire assez rapide avec la calculatrice. Si je dis moins 3 est stocké dans la variable x, et qu'ensuite j'appelle x, il me dira moins 3. Donc, je n'ai plus qu'à écrire x au cube, moins 3x, moins 3x2, et plus 5x et plus 1, et il me trouve directement P de moins 3. Et là, plutôt que de refaire tout le travail, je reviens à la ligne où j'ai dit x vaut moins 3, et je dis x vaut 4, et il refait tout. D'accord? Il le refait tout, et il me dit que ça vaut 37. D'accord? Donc, on a bien le nombre 0 qui est une valeur intermédiaire entre moins 68 et 37. Et maintenant, on va appliquer, j'applique le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. L'équation f de p de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins 3, 4. Est-ce que ça va? Ça va bien? Très bien. Alors maintenant, chercher une valeur approchée du réel alpha au dixième près. Alors la méthode qui est enseignée, hein, c'est la méthode de dichotomie, mais on peut très bien faire une méthode de balayage. Donc je vais écrire que c'est une méthode de dichotomie. Par dichotomie, on trouve. Alors à aucun moment on vous exige de mettre les détails de votre dichotomie. Donc vous pouvez très bien le faire avec la calculatrice, ce que je vais faire maintenant. D'accord? Donc je vais dans le menu graphique. Je vais tracer la fonction. Alors j'efface toutes ces fonctions. Voilà.
et celle-ci aussi. Donc, hop, je retrace la fonction, donc x au cube moins 3x2 plus 5x plus 1. Je demande à la tracer. Alors évidemment, les repères n'ont pas la bonne taille, hein, donc je change ça. Je vais réinitialiser proprement. Alors évidemment, en réinitialisation, ça ne marche pas, rappelez-vous. Hein. Là, on a vu que c'était entre moins 68 et 37. Donc, je vais faire un réglage de y entre moins 70 et 40. Ça me permettra de voir mieux la courbe. D'accord? Là, je la vois parfaitement. OK. Et maintenant, je demande à la calculatrice de trouver le zéro de la fonction, c'est-à-dire gsolve et root pour dire racine. Et il me trouve l'endroit exact où la fonction vaut 0. C'est pour x égale, donc on trouve alpha environ égal à moins 0,179,5,0, etc. Et comme on demande au dixième près, ça fait moins 0,2. D'accord? Alors, avec ce qu'on vient de faire et avec le tracé sur la calculatrice, j'ai une question de Elisa. Donc, la prof de maths n'a jamais dit qu'il fallait préciser qu'on utilise le corollaire plutôt que juste le théorème. Est-ce que c'est quelque chose qui enlève des points si on ne le précise pas? Je pense que le fait de l'appeler corollaire n'est pas si important que ça. Mais par contre, si tu oublies de dire que la fonction est strictement croissante, c'est gênant. D'accord? Parce que finalement, il y a deux types de théorèmes. Il y a un théorème qui montre que c'est au moins une solution. Et celui-ci, c'est juste le théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? Et tu n'as pas besoin de dire que la fonction est strictement croissante. Tu as juste à dire qu'elle est continue. Et si tu veux avoir comme conclusion que ça admet une unique solution, là, il faut absolument que tu écrives strictement croissante. Donc, ne pas écrire le mot corollaire, ce n'est pas grave, mais par contre, il ne faut vraiment pas que tu oublies le strictement croissante. Est-ce que ça te répond? Oui, très bien. Alors, continuons sur ces questions-là. Donner le tableau de signes. Alors, c'est pour le coup que finalement, ma fonction, je l'ai, puisqu'elle est strictement croissante. Et elle vaut 0 en alpha. Donc, finalement, le tableau de signes, vous n'avez pas besoin de réfléchir plus ou d'écrire plus que juste le fait que vous avez finalement trouvé quand est-ce que la fonction vaut 0, c'est en alpha, et avant la fonction elle est négative, après la fonction elle est positive parce qu'elle est strictement croissante et continue. D'accord? Donc finalement, il y a des questions où en fait il n'y a pas grand-chose à écrire. Est-ce que ça va pour cette première partie? Ça convient? Allez, on continue. Alors, la partie suivante, évidemment, là, pour l'instant, on n'a traité que de la fonction, d'une fonction polynôme. Hein. Évidemment, il y a de l'exponentielle qui va arriver là. Okay, donc, vous avez une fonction exponentielle, enfin, une fonction qui contient de l'exponentielle, f de x égale exponentielle x sur 1 plus x2. Donc, on veut la dérivée de la fonction. Alors, évidemment, il va falloir appliquer l'une des formules. Et là, la formule à appliquer, c'est u sur v. D'accord? On a du u sur v. Donc, on y va. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins 3, 4, okay, on va écrire f' de x égale. Et on a une grande fraction qui va apparaître. Alors, il y en a certains parmi vous dont les enseignants auront insisté sur le fait d'écrire u égale, enfin, u de x égale, v de x égale, etc. D'accord? Moi, je n'ai pas cette méthode. Je demande à mes élèves de, et ce n'est pas forcément exigible, ce que je veux dire, je demande à mes élèves de bien faire les détails de ce qu'ils font. C'est-à-dire u', je le ferai après, mais j'écris bien v, moins u, et ensuite v', je le ferai tout à l'heure, et tout ça, je le fais sur v carré. Et maintenant, je fais mes dérivées. La dérivée de u, c'est-à-dire la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Et la dérivée de v, c'est-à-dire la dérivée de 1 plus x2, c'est 2x. Et maintenant, j'ai ma dérivée qui est écrite en une seule fois. En fait, c'est un passage successif pour finalement avoir des parenthèses qu'on laisse dans un premier passage, et au deuxième passage, on les traite, et ça évite la surchauffe, en fait, tout simplement. Vous évitez de faire des erreurs. Alors maintenant, pour ma dérivée, ils disent simplement déterminer la dérivée, donc ça marcherait d'en rester là. Hein. Moi, j'ai un peu le réflexe, et c'est un réflexe de prof, mais un réflexe très utile, de me dire, quand il y a une fonction avec de l'exponentielle, je peux toujours factoriser par l'exponentielle. D'accord? Et factoriser par l'exponentielle, c'est toujours très pratique parce que l'exponentielle est toujours positif. D'accord? Donc, on va factoriser en haut par l'exponentielle.
Donc, ça nous fait 1 plus x2 moins 2x, et le tout divisé par 1 plus x2, le tout au carré. Est-ce que ça va? OK. Bon. Si vous réagissez. Voilà. OK. Si ça vous convient, je continue, hein. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. OK. Alors, justifiez que la courbe avait une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Donc, pour x égale 1, hein, point d'abscisse 1, on veut savoir si, hein, je traduis la question, hein, on veut savoir si la tangente est horizontale. Et la tangente horizontale, c'est un coefficient directeur qui vaut 0. Or, le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé. D'accord? Donc, on veut savoir si f' de x égale 0. D'accord? Donc, finalement, ça consiste à calculer f' de 1, cette question-là. Si on analyse correctement la question qui est posée, ça consiste juste à montrer que f' de 1 égale 0. Donc, je fais le calcul avec la formule que j'ai au-dessus. Exponentielle 1 sur 1 plus 1 au carré moins 2 fois 1, le tout sur 1 plus 1 au carré, le tout au carré. Donc, ça me fait exponentielle 1 que multiplie 1 plus 1 moins 2, c'est-à-dire 0, le tout sur 1 plus 1, 2 au carré, 4, c'est-à-dire 0. OK? Est-ce que ça va toujours? Ouais. Allez, on continue. Alors, c'est vers la fin qu'on se retrouve avec un truc assez étonnant, et c'est pour ça que cet exercice-là, je l'ai choisi. On a une histoire de toboggan avec une représentation de la courbe. Donc, les concepteurs du toboggan utilisent cette courbe comme profil. Et ils estiment que le toboggan donne de bonnes sensations si le profil possède au moins 2 points d'inflexion. Alors, il est important d'avoir comment dire, l'intuition des inflexions. D'accord? Les inflexions, c'est vraiment des changements de virage. On était en train de faire un virage à gauche, on se met à faire un virage à droite ou le contraire. D'accord? Donc, si vous êtes en train de faire votre conduite accompagnée ou bien en train de passer le permis, ça peut vous aider. Tout simplement parce qu'on va suivre cette courbe et essayer d'imaginer quand est-ce qu'on tourne le volant dans un sens puis dans l'autre. D'accord? Donc là, on est en train de faire un virage à gauche. Oui, non, vers la droite. On est en train de faire un virage vers la droite. Et hop, par ici, là, on est en train de changer pour un virage vers la gauche. D'accord? Donc, par là, il semble qu'il y a un point d'inflexion. D'accord? Bien sûr, hein, la question va être très graphique, hein. Ils disent, d'après le graphique ci-dessus, le toboggan semble-t-il assurer de bonnes sensations. Donc, vraiment, on va être très sur l'intuition. Okay, ça ne va pas du tout être une démonstration. C'est la dernière question qui va consister à le démontrer, ce qu'on aura eu comme intuition. D'accord? On va conjecturer seulement. D'accord? Donc là, il me semble qu'il y a un point d'inflexion ici, pour x égale 1. D'accord? Ensuite, je continue. La courbe fait ça. Donc, on fait un virage vers la gauche. Mais au bout d'un moment, quelque part par ici, à nouveau, on retourne vers un virage vers la droite. D'accord? Donc, on a un deuxième point d'inflexion qui est par ici. Et si vous regardez les tangentes, en effet, ici, on traverse une tangente. C'est la définition, l'une des autres définitions du point d'inflexion. Et ici, on a une tangente horizontale et on traverse une tangente à nouveau. D'accord? Donc, on a deux tangentes qui sont traversées par la courbe localement. Et c'est la définition même de ce que c'est que le point d'inflexion. Donc, la courbe C de F semble avoir deux points d'inflexion pour x égale 1 et pour x, on va être très imprécis, on va dire environ égal à 0,2 ou 0,3. OK. Donc, le toboggan, vous voyez, comme on vous dit, assure de bonnes sensations. Ben, en fait, est-ce qu'il assure de bonnes sensations? Avec la définition de ce que c'est que assurer de bonnes sensations, avoir de points d'inflexion, ça veut dire que le toboggan semble assurer de bonnes sensations. Est-ce que ça va sur l'intuition et la lecture graphique des points d'inflexion? N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça va? Si ça va, on continue. Je vous répète, hein, tout ce que je suis en train d'écrire, vous l'aurez, hein.
Donc, ne prenez pas des notes particulières qui ressemblent à ce que je suis en train d'écrire. Voilà. Alors, on doit justifier comme cela que grâce à l'intuition, oui, parce qu'en fait, ils disent, la question, hein, attention, hein, c'est vraiment le toboggan semble-t-il. Donc vraiment, ce n'est qu'une question de conjecture ici. Donc ça veut dire la courbe semble avoir 2 points d'inflexion. Lorsque vous donnez les coordonnées des points d'inflexion que vous pensez être les bons, vous êtes tout simplement en train de justifier que vous avez vu graphiquement des points d'inflexion. D'accord? Et cette question-là n'est que graphique. Donc oui, il faut juste justifier une intuition en disant « je pense qu'il y a un point d'inflexion là ». D'accord? Vous pourriez aussi dire hein, car la tangente a l'air traversée par la courbe, voilà, la courbe est à gauche est au-dessus de la tangente, puis elle est en dessous, etc. On peut rédiger plus, d'accord? Mais ça, c'est déjà largement suffisant. Voilà. OK? En fait, voilà, maintenant, puisque c'est la dernière question, c'est là qu'on va prendre plus d'énergie. Eh ben, en fait, ce qu'on a eu comme intuition, il va falloir le prouver. D'accord? Alors, ce sujet a été remanié par les examinateurs et je pense parce qu'au niveau du test, il y avait beaucoup d'élèves qui n'arrivaient pas à établir que la dérivée seconde avait cette formule-là, mais on peut le démontrer. Hein, si vous voulez vous entraîner plus, vous pouvez démontrer que f seconde de x est bien égal à la fonction p de x qu'on avait dans la partie A, dont on a trouvé une solution à l'équation p de x égale 0, d'accord? C'était le nombre alpha, que multiplie x moins 1, que multiplie exponentielle x, le tout sur x plus 2 puissance 3. D'accord? Alors, en utilisant l'expression, répondre à la question, le toboggan assure-t-il de bonnes sensations? Donc, ce qu'on va faire, c'est étudier le signe de f seconde. Je vous l'ai dit dans la fiche sur le cours de la convexité. L'étude de la convexité, ça consistait à savoir le signe de f seconde. D'accord? Et savoir si f seconde change de signe. Et là, chaque fois que f seconde s'annule en changeant de signe, on aura bien un point d'inflexion. D'accord? Donc finalement, si on a f seconde qui est écrite comme ça, d'accord, on peut très bien faire autant de lignes qu'il y a d'objets multipliés ou divisés dans notre expression de f seconde. Donc je mets p de x, je mets x moins 1, je mets exponentielle x, sachant que la ligne de exponentielle x, je mettrai que des zéros, que des plus, pardon. Et ensuite, je mets 1 plus x2 au cube. Et tout ça va me permettre de savoir le signe de f seconde. Et grâce à signe de f seconde, je pourrais dire directement quels sont et s'il y a des points d'inflexion. D'accord? Alors pour p de x, il y a un endroit où la fonction p de x s'annule. Je vous le rappelle, on l'avait fait au tout début. Je remontre le calcul qu'on a fait. On avait écrit, voilà, on avait écrit, puisque p est strictement croissante sur l'intervalle moins 3, 4, le signe de p, c'est moins 0 plus avec alpha qui est la frontière, d'accord? Donc on a besoin de alpha quelque part. Je vous rappelle que alpha vaut environ moins 0,2. OK? Et puis pour la ligne de x moins 1, je vais avoir besoin de 1, qui est l'endroit où x moins 1 s'annule. Pour la ligne de exponentielle x, elle s'annule nulle part. Pour la ligne de 1 plus x2 est positif. Donc 1 plus x2 est positif. Et au cube, ça ne changera rien. Donc c'est du strictement positif tout ça. En clair, on aura p de x qui va s'annuler là, ce qui va faire que f seconde va s'annuler, puisque c'est un produit, hein, je vous rappelle. On aura x moins 1 qui va s'annuler là, ce qui aura pour conséquence que f seconde va s'annuler elle aussi. D'accord? Pour le reste, exponentielle x, il est tout le temps positif. 1 plus x2, il est tout le temps positif. D'accord? X moins 1, c'est moins moins plus, c'est une fonction affine. D'accord? Et P de x, vous avez fait l'étude tout à l'heure, vous avez moins, plus, plus. Ce qui va donner globalement, en faisant la règle des signes, plus, moins, plus. Donc ça veut dire que la fonction ici est convexe, puis elle devient concave, puis elle devient à nouveau convexe, et que ici et là, on a 2 points d'inflexion. Alors attention, hein, les points d'inflexion, ce ne sont pas que les x. Hein, d'accord? Si je parle réellement, qu'est-ce que c'est que le point d'inflexion? Il me faut chercher la coordonnée x et calculer la coordonnée y avec la fonction f. Hein, d'accord? Mais là, il ne me les demande pas. Donc, ce n'est pas grave que je n'aille pas jusqu'à chercher les coordonnées des points. Je peux dire simplement qu'il y a des points d'inflexion et de toute façon, ça permet de répondre à la question. 2 points d'inflexion, donc le toboggan
assure de bonnes sensations. Est-ce que ça va? Je suis allé un petit peu vite, mais c'était pour avoir du temps pour faire le deuxième exercice tout à l'heure sur la géométrie dans l'espace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va? Bon, très bien. Alors, on ne va pas attaquer tout de suite le deuxième exercice. On va plutôt faire la fiche donc, sur la géométrie dans l'espace. Alors donc, je reviens, je coupe la caméra et je reviens sur la présentation. Très vite. Donc, on vient de faire l'essentiel sur les fonctions et de faire l'exercice dirigé. D'accord? Donc maintenant, on va passer à l'essentiel sur la géométrie dans l'espace. Puis on fera comme exercice dirigé celui qui est donc dans l'autre sujet qui vous a été donné en pièce jointe d'un mail par Marine. C'est celui qui s'appelle Centre étranger du 11 mai 2022. Je crois que c'est le premier jour, le 11 mai. Et c'est l'exercice 2. Voilà. Alors, si vous voulez commencer à le lire pendant que je fais le tour d'horizon de la géométrie dans l'espace, vous pouvez. Si vous préférez suivre pas à pas ce que je suis en train de dire sur la géométrie dans l'espace, alors soyez attentifs à ce que je vais expliquer. Alors, je recoupe ça. J'arrête la présentation, je remets la caméra. Bon. Donc, on y va à nouveau. Je repère les bords de ma feuille. Ça va être très petit. Donc, hop, par là. Par là. Par là. Et par là. Très bien. Donc, pour la géométrie dans l'espace, j'aurai beaucoup moins de choses à dire, mais j'ai besoin de faire quelques schémas, j'ai besoin de donner un petit peu de sens, parce que c'est lorsque vous avez un sujet de géométrie dans l'espace, ils sont à peu près tous construits sur le même modèle. Vous aurez probablement vers la fin un calcul de volume à effectuer. Alors, je ne vous dis pas que c'est tout le temps ça, mais c'est vraiment très souvent ça. Un calcul de volume à effectuer. Ce volume, c'est en général le volume d'une pyramide. Et pour calculer le volume d'une pyramide, vous avez besoin de calculer l'aire de la base. Donc, dans des premières questions, on vous aura fait calculer l'aire d'un triangle quelque part. Et ensuite, une hauteur, puisque c'est un tiers de la base fois la hauteur. Et pour la hauteur, eh bien, on va utiliser la distance d'un point à un plan avec des projections orthogonales. D'accord? Donc, tout ça, ça va faire partie de tout ce que je vais vous résumer maintenant sur la fiche sur la géométrie dans l'espace. D'accord? Donc, on va appeler ça espace, hein, on ne va pas se casser la tête. Alors, dans l'espace, c'est important que vous ayez des notions quand même de position relative. D'accord? Donc, j'y reviendrai. Non, j'y reviens pas. Je commence par ça, parce que c'est la chose la plus importante. Alors, donc, les positions relatives, il y en a de trois types. Ça va être les positions d'une droite par rapport à une droite, donc deux droites. Ensuite, vous aurez les positions relatives de une droite et un plan. Et ensuite, vous aurez les positions relatives de deux plans. OK? Alors, je vais essayer d'illustrer ça par des dessins en étant suffisamment clair. Donc, si vous avez deux droites dans l'espace, il y a finalement deux grandes catégories. Soit les droites sont coplanaires, soit les droites ne sont pas coplanaires. C'est-à-dire, alors, on va essayer de faire ça simplement. Des droites coplanaires ou bien des droites qui ne sont non pas coplanaires. Non coplanaires. En fait, des droites qui ne sont pas coplanaires, ça va être vraiment des droites, alors je vais essayer de le faire avec mes stylos là, deux droites qui finalement
ne se toucheront jamais. Si je les modifie, si je les bouge l'une par rapport à l'autre, vous voyez, elles ne se touchent pas, hein, d'accord? Mais ce n'est pas ça seulement comme définition. Parce que deux droites qui ne se touchent pas, il y en a deux qui sont là, qui sont parallèles et elles ne se touchent pas non plus. Mais ces deux-là, elles sont dans le même plan, le plan de mon bureau. D'accord? Donc finalement, les coplanaires, on peut avoir des droites qui sont parallèles et coplanaires. D'accord? Donc coplanaire, ça peut être parallèle. On peut aussi avoir des droites qui sont séquentes. D'accord? Et finalement, les non coplanaires, ce sont des droites qui ont une position un peu bizarre l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va être comme ça, par exemple, et l'autre qui va être comme ça. Et en fait, la deuxième, elle passe derrière, quoi. Voilà. Donc attention à ne pas dire les droites ne sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Dans l'espace, c'est plus compliqué que ça. D'accord? Pour prouver que deux droites sont séquentes, il va falloir prouver qu'elles ne sont ni parallèles ni non coplanaires. Et pour montrer que deux droites sont non coplanaires, il va falloir montrer qu'elles sont ni parallèles ni séquentes, etc. etc. D'accord? La position d'une droite et d'un plan dans l'espace, c'est un peu plus simple. Soit la droite est parallèle au plan, soit la droite est séquente au plan. Ouais. Bon, séquent ou séquente, c'est pas bien grave, c'est pas très propre, mais c'est pas grave. Donc, une droite qui est séquente à un plan, je vous fais un plan, et une droite qui va être séquente, eh ben, elle va le traverser, tout simplement. D'accord? Alors, on va essayer d'être un petit peu plus propre sur le dessin, voilà. Et puis, parallèle, en fait, vous avez deux situations. Je suis en train de les résumer, hein. Bien sûr, ce n'est pas aussi précis que ce que vous auriez dans un cours, hein. C'est pour ça que vraiment, je vais à l'essentiel. Dans ce parallèle, il y a aussi la droite qui est incluse dans le plan. Une droite qui est parallèle à un plan, c'est par exemple mon stylo qui flotte au-dessus, en étant parallèle au-dessus de ma table. D'accord? Mais être parallèle, c'est être parallèle strictement ou bien être dans le plan. C'est-à-dire que la droite, là, elle ne flotte plus sur le plan, elle est dans le plan, elle est incluse dans le plan. D'accord? Donc, je vais faire un autre dessin comme ça, avec une droite qui flotte au-dessus, mais il y aurait, si je voulais être super précis, il y aurait le troisième dessin qui est dans parallèle, hein, qui consiste à dire elle est incluse dans le plan. D'accord? Alors, la position de deux plans, ça va être, et là, ça va ressembler plus à ce que vous aviez l'habitude de voir dans le collège, ça va être soit des plans qui sont parallèles, soit des plans qui sont séquents. C'est-à-dire, si je fais deux plans qui sont parallèles, ils sont l'un au-dessus de l'autre sans se toucher. Et puis si je fais le dessin de deux plans qui sont séquents, on va en avoir un qui va être comme ça, l'autre qui va être comme ça, et ils vont se toucher, suivant une droite. Voilà. Est-ce que déjà sur les positions relatives, ça va pour tout le monde sur ce dessin que je viens de faire? Voilà, je n'ai pas trop suivi. Voilà, ok, j'avais pas suivi les messages et c'est bon. D'accord. Bon, très bien. Donc, on a finalement notre schéma principal pour les positions relatives qui doit vraiment pas vous perdre, enfin, vous ne devez pas perdre ça de vue quand vous êtes en train de faire de la géométrie dans l'espace. D'accord? Ensuite, on a plusieurs choses. On a une droite qui peut avoir une représentation paramétrique. D'accord? Donc, quand on a une droite, d'accord, on a un point et on a un vecteur. C'est-à-dire que si on vous donne un point et un vecteur, vous pouvez trouver la représentation paramétrique. D'accord? Vous avez x égale y égale z égale, d'accord? Avec le point yk, za, plus t fois les coordonnées du vecteur, tb, tc, d'accord? T appartenant à R. Donc ça, c'est si vous avez besoin de faire la représentation paramétrique d'une droite, ou bien si on vous donne la représentation paramétrique d'une droite et grâce à ça, vous arrivez à trouver des informations sur la droite,
D'accord? En clair, ici, vous lirez le point et avec T, vous lirez les coordonnées du vecteur directeur. Attention, un vecteur directeur. OK. Et pour un plan, en fait, vous avez besoin d'un point et vous avez besoin d'un vecteur normal. Et avec ces deux objets, d'accord, vous allez faire l'équation cartésienne du plan, c'est-à-dire AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et le A, B, C vont être les coordonnées du vecteur normal. Et le nombre D, on va le trouver en utilisant les coordonnées d'un point qui appartient au plan. D'accord? Donc ça, ce sont deux choses très importantes aussi qui sont à utiliser systématiquement. Alors, on a la collinéarité et la coplanarité. D'accord? Donc, vecteur collinéaire, je vais essayer de ne pas monter trop haut. Vecteur collinéaire, on cherche en fait un nombre k, on cherche k appartenant à R, tel que U égale k fois le vecteur V. D'accord? Et puis pour des vecteurs coplanaires, donc ça c'était pour deux vecteurs linéaires, pour trois vecteurs coplanaires, alors quand je dis vecteur, quand on vous parle de points coplanaires, c'est 4 points coplanaires, et quand on vous parle de points alignés, ça correspond à deux vecteurs collinéaires. D'accord? Donc trois vecteurs coplanaires, cette fois-ci, on va chercher K et K' appartenant à R, tel que le vecteur W, le troisième, ce soit égal à K fois le vecteur U, plus K' fois le vecteur V. Et en fait, on va se mettre à résoudre des équations. Et si ces équations ont une solution, là par exemple pour la première, si le nombre K existe, eh bien on a nos deux vecteurs qui sont collinéaires. Et pour la deuxième, si le nombre K et le nombre K' existent, eh bien, on a nos trois vecteurs qui sont coplanaires. Et si ces équations se contredisent, les équations qu'on obtient avec les coordonnées X, les coordonnées Y et les coordonnées Z, si elles se contredisent, eh bien, alors, les vecteurs ne sont pas coplanaires. D'accord? Alors, il reste les histoires de distance et de projeté orthogonal, et il reste un gros bout que je n'ai pas écrit ici, que je vais écrire maintenant. C'est le produit scalaire que vous avez vu en première. Alors, les quatre propriétés principales du produit scalaire, les quatre façons principales de caractériser le produit scalaire. D'accord? Alors, si je les définis, d'accord, il y en a deux qui sont avec des points et deux qui sont avec des vecteurs. D'accord? Donc, je vais écrire une avec les points ici. Ça va consister à dire, OK, c'est AB fois AH, d'accord? En considérant que le vecteur AB, c'est celui-ci, le point A, le point B, le vecteur AC, c'est celui-ci, et le point H, en fait, c'est le point, hop, 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 qui est le projeté orthogonal ici. D'accord? Donc ça, c'est une des définitions. AB fois H, pourquoi pas? Elle n'est pas très, très utile, pas très souvent utilisée, mais elle peut être utilisée. La deuxième, qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus souvent utilisée, c'est celle qui parle du cosinus. Donc celle-là, c'est celle qui dit que c'est AB fois AC fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, que je vais juste appeler A, mais c'est l'angle BAC. D'accord? C'est un angle géométrique. Ensuite, vous avez les deux autres définitions. Là, très utilisée, encore plus utilisée que le cosinus, c'est xx' plus yy' plus zz'. D'accord? Et celle-ci, dès que vous avez des coordonnées, il faut penser à l'utiliser, c'est la principale. Et puis, vous avez celles qui sont un peu bizarres, qui vous parlent de 1 demi de u plus v, norme de u plus v au carré, moins norme de u au carré, moins norme de v au carré. Ça, c'est une définition très moche qui est vraiment très, très peu utilisée. Je ne l'ai jamais vue dans un sujet de bac. Voilà. Voilà les quatre aspects possibles du produit scalaire et les quatre approches possibles qu'on peut vous demander. D'accord? Celle-ci est très importante. Celle-ci est très importante aussi. Donc, ce sont les deux vraiment qui sont les dominantes. Et les deux autres, celle-ci et celle-là, bon, c'est bien de les savoir, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ce n'est pas forcément indispensable. Voilà.
Alors, la dernière chose, bon, je vais mettre un quatrième point, c'est les distances et le projeté orthogonal. Distance et projeté orthogonal. Et il y a des formules à savoir. Projeté orthogonal, projection orthogonale. OK. Il y a des formules à savoir. Il y a en particulier la formule de la distance d'un point à un plan, qui est une fraction avec une valeur absolue en haut et une racine carrée en bas, qui est une formule importante. Maintenant, si vous ne savez pas l'utiliser, sachez que dans tous les sujets de bac, jamais on l'a demandé, cette formule. Mais par contre, ce que vous avez, c'est des questions qui se suivent les unes les autres, qui petit à petit vous font construire un projeté orthogonal dont on se sert après. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est quand même de comprendre comment on fabrique un projeté orthogonal. Donc, vous avez un point, quelque part, je vais l'appeler A, et puis vous avez un plan. OK? En fait, le projeté orthogonal, ça consiste à tracer la droite qui va être orthogonale au plan, c'est-à-dire dont le vecteur directeur est un vecteur normal du plan, et une fois qu'on a tracé ou bien obtenu la représentation paramétrique de cette droite, on fabrique le point qui va être finalement l'intersection H, l'intersection de cette droite orthogonale au plan P et du plan lui-même. Donc, fabriquer l'intersection entre une droite et un plan, ça consiste à utiliser ces expressions qui sont là à l'intérieur de l'équation qui est là pour trouver le nombre t. D'accord? Une fois qu'on a le nombre t, on revient ici, le nombre t permet de trouver x, le nombre t permet de trouver y, le nombre t permet de trouver z. Voilà. Donc ça, c'est la distance d'un point, enfin c'est le projeté orthogonal sur un plan. Et si je dois faire le projeté orthogonal sur une droite, alors mon démarrage, ce sera une droite. Mon point, ce sera un point comme ça. Et évidemment, on fait tout le chemin à l'envers, c'est-à-dire finalement, plutôt que de tracer une droite, cette fois-ci, on va tracer un plan qui va être orthogonal à la droite, d'accord, et qui va être coupé en un point H par la droite, de manière à ce que ici, ça forme un angle droit. D'accord? Voilà les deux positions, les deux successions de tracés qui vous seront demandés dans les énoncés qui permettront d'obtenir un projeté orthogonal. Et la définition du projeté orthogonal, c'est, pour projeté orthogonal sur un plan, c'est l'intersection entre la droite passant par le point A et orthogonale au plan et le plan. Et pour le projeté orthogonal sur une droite, c'est l'intersection entre la droite et le plan orthogonal à la droite et passant par le point. Alors, je sais que c'est un peu rapide et qu'il y a beaucoup de choses. Si ça vous va, on va essayer d'aller le plus loin possible sur le quart d'heure, 10 minutes, quart d'heure qui nous reste dans l'exo sur la géométrie. Est-ce que ça va? Allez, on y va. Donc, notre exercice sur la géométrie. Alors, vous avez des questions qui concernent d'abord des coordonnées de vecteurs. OK. Alors, je vais retrouver mes notes. Ce sera mieux. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Donc, lorsqu'on doit calculer, hop, je descends un petit peu. Et hop. Est-ce que ça va à l'écran? Tout le monde voit le début de cet exo? Ouais. Donc, vous avez les coordonnées des points. Et vous devez calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc, évidemment, hein, pour les coordonnées d'un vecteur AB, c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. D'accord? On est dans l'espace. Et donc, quand j'ai fait les calculs, je vous dis simplement le résultat. On se retrouve avec moins 2, 2 et moins 2. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ces vérifications-là, donc je vous le redis, hein, XB 0 moins XA 2, ça fait moins 2. 2 moins 0, ça fait 2. Et 1 moins 3, ça fait moins 2. D'accord? On fait exactement la même chose pour le vecteur AC.
Pour le vecteur AC, en faisant les calculs, on se retrouve avec XC moins XA, ça fait moins 3. YC moins YK, ça fait moins 1. ZC moins ZA, ça fait moins 1. Et une fois qu'on a fait ça, on se demande si ces vecteurs, voilà, on dit dire que les points ABC ne sont pas alignés, on va se demander si ces vecteurs sont collinéaires. Donc, pour savoir si ces vecteurs sont collinéaires, on va chercher K. On cherche K appartenant à R, tel que AB égale KAC. Donc, ce AB égale KAC, je vais le transformer en trois équations, puisque AB, les coordonnées sont moins 2, 2 et moins 2. Et c'est censé être égal à K fois moins 3 ici, à K fois moins 1 ici, et à K fois moins 1 ici. Alors, je vois tout de suite le problème avec les deux dernières équations. C'est que finalement, si je résous, je me retrouve avec K égale moins 2 sur moins 3, c'est-à-dire 2 tiers, avec la première équation. K égale 2 sur moins 1, c'est-à-dire moins 2 avec la deuxième équation. Et K égale moins 2 sur moins 1, c'est-à-dire 2 avec la dernière équation. Je n'avais même pas besoin de finir. Là, trois équations qui ne sont pas d'accord entre elles, c'est impossible. D'accord? Puisque c'est impossible, ça veut dire que K n'existe pas, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc ça veut dire que les points A, B, C ne sont pas alignés. Est-ce que ça va? Oui. Allez, on continue. Donc, calculer les longueurs AB et AC. Bon, là, c'est à nouveau des formules à savoir. D'accord? Donc, c'est AB égale racine carrée de XB moins XA au carré, plus YB moins YK au carré, plus ZB moins ZA au carré. D'accord? Alors, à nouveau, par le calcul direct, ça nous fait racine carrée de 4 plus 4 plus 4, c'est-à-dire racine carrée de 12. Vous pouvez l'écrire en simplifié avec le 2 racine de 3, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Ensuite, on a la longueur AC, c'est racine de la même chose, d'accord? XC moins XA au carré, plus YC moins YK au carré, plus ZC moins ZA au carré. Là, on se retrouve avec racine de 9 plus 1 plus 1, c'est-à-dire racine de 11. Alors, je vous conseille d'utiliser votre calculatrice pour faire toutes vos vérifications, puisque les questions suivantes dépendent des résultats que vous aurez obtenus aux questions précédentes. Donc, il y a un effet domino dans les calculs successifs des exercices de géométrie, où il vaut mieux être très, très, très soigneux sur les calculs. Et pour être sûr de ces calculs, une calculatrice, c'est quand même un bel outil. D'accord? Alors, à l'aide du produit scalaire AB scalaire AB scalaire AC, déterminer la valeur du cosinus. Donc, en fait, on va calculer AB scalaire AC de deux façons. On va faire AB scalaire AC égale xx' plus yy' plus zz'. Si on fait ce calcul-là, on a moins 2 fois moins 3, plus 2 fois moins 1, je prends les coordonnées que j'ai calculées à la question 1, plus moins 2 fois moins 1. Donc ça nous fait 6, moins 2, plus 2, c'est-à-dire 6. D'accord? Mais on sait aussi que AB scalaire AC, et ça c'est l'une des 4 définitions du produit scalaire que je vous ai dit tout à l'heure, c'est égal à AB fois AC fois cos de l'angle BAC. D'accord? Et je sais que AB, c'est égal à racine de 12, AC, c'est égal à racine de 11, et le cos de l'angle BAC, c'est le seul que je ne connais pas. Donc, ça me permet de dire que finalement, ces deux choses sont égales entre elles, ce qui veut dire que cos de l'angle BAC, c'est égal à 6 divisé par racine de 12 fois racine de 11. D'accord? Et une fois que j'ai ça, je fais le calcul avec la calculatrice, elle est là pour ça. Donc, on y va. 6, alors, hop, 6 divisé par racine de 12 fois racine de 11. Et ça me donne le nombre environ égal à 0,5222. D'accord? Alors, puisque ça c'est le cosinus, il faut attention que je fasse cos moins 1.
Attention à vérifier que votre calculatrice est bien en degrés. Si elle n'est pas en degrés, je vous rappelle, c'est dans Setup, ici. Vous faites Shift Setup et vous allez régler les degrés, les radians, les grades, ici. Donc, je me remets en degrés. OK. Et maintenant, je fais cos-1, c'est-à-dire Shift cos, du nombre qu'on vient de faire, donc du nombre 0,522, 2, 3, 2, 9, ça suffira. Et ça nous donne environ BAC, environ égal à 58,5 degrés, puisqu'on vous dit d'arrondir au dixième. Est-ce que ça va toujours? Donc voilà ce que vous pouvez faire comme calcul d'angle dans l'espace. Je vous conseille de vous rappeler cette méthode si vous ne l'avez pas faite en classe, puisque c'est une méthode qu'on voit assez souvent dans les sujets de bac. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a des histoires de plans et de droites et d'intersections et de projetés orthogonales que je vais faire maintenant. Donc, déterminer une équation du plan passant par le point C et perpendiculaire à la droite AB. Donc, en fait, ce plan P passe par le point C et A pour vecteur normal. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait besoin d'un point et d'un vecteur normal, ben, il faut l'étudier. Et le vecteur normal, puisqu'on dit qu'elle est perpendiculaire à la droite AB, eh bien, un vecteur normal, c'est par exemple le vecteur AB. Donc, le vecteur AB, il a pour coordonnées, je vous rappelle, 2, moins 2, 2, moins 2. Et donc, je vais me permettre de dire que l'équation du cartésien du plan, ça va être moins 2x plus 2y moins 2z plus d égale 0. Et maintenant, je vais utiliser les coordonnées du point C. C a pour coordonnées moins 1, 2. Donc, on a moins 2 fois moins 1, plus 2 fois moins 1, moins 2 fois 2 plus d, qui est égal à 0. En clair, ça nous fait 2, moins 2, moins 4, plus d égale 0. Donc, d égale 4. Okay, donc, l'équation cartésienne du plan P, moins 2x plus 2y moins 2z plus 4 égale 0. Est-ce que ça va toujours? Oui. Donc voilà pour la recherche d'une équation d'un plan connaissant un vecteur normal. Maintenant, représentation paramétrique de la droite. Vous voyez, on vous a parlé du plan, maintenant on vous parle de la droite. AB passe par A, qui a pour coordonnées, alors le point A, il a pour coordonnées 2, 0, 3, et a pour vecteur directeur, eh bien, la droite AB, puisque c'est une représentation paramétrique de la droite AB, avec toujours moins 2, 2, moins 2. Donc, finalement, la représentation paramétrique de la droite AB, ça consiste à faire x égale, y égale, z égale, avec les nombres qu'il faut au bon endroit. Donc, le point A ici, et ensuite, moins 2t, plus 2t, moins 2t, et t appartenant à R. N'oubliez pas de rajouter t appartenant à R, puisqu'en fait, c'est une représentation paramétrique, et le nombre t, il faut qu'il appartienne à R pour faire une droite. Si t n'appartient pas à R, on peut faire autre chose qu'une droite. On peut faire un segment, on peut faire des pointillés, on peut faire une demi-droite, on peut faire plein d'autres choses. Est-ce que ça va toujours? Ouais. Alors, il reste très peu de choses. Si ça vous convient de dépasser un tout petit peu le créneau horaire, je termine simplement la première partie. Et la troisième partie, là par contre, on n'aura pas le temps de la finir, mais je vous joindrai le corrigé dans le mail qui vous sera envoyé, si ça vous convient. D'accord? On va juste terminer en déduire les coordonnées du projeté orthogonal E de C sur la droite AB. D'accord? En fait, le point C, on va le projeter sur la droite AB. Donc, c'est important qu'on comprenne ce qui se passe. On a le point C, on a la droite AB. Le point C, pardon, le point C, il est quelque part dans l'espace, d'accord? On a la droite AB, qui est comme ça, d'accord? Et puis, c'est important de comprendre qu'en fait, notre plan qu'on nous a demandé de fabriquer à la question A, puisque c'est question A, question B, question C, elles sont liées, le plan P qu'on a demandé de fabriquer à la question A, c'est un plan qui va être orthogonal, d'accord? Le plan P, là, il est comme ça. La droite AB, c'est ça. Et le plan P, il passe par le point C et il est orthogonal à la droite AB. Donc finalement,
quand on vous demande de trouver le point E, qui va être quelque chose comme ça, d'accord? E, par définition, il va être le point d'intersection du plan P et de la droite AB. D'accord? Donc finalement, ce projeté orthogonal du point C sur la droite AB, point d'intersection de la droite AB et du plan P, d'accord? Ça va consister à faire finalement chercher les coordonnées du point qui va vérifier les deux équations, l'équation cartésienne du plan et le système de représentation, qui n'est pas vraiment une équation, mais système de représentation de la droite. D'accord? Donc finalement, ça consiste à dire moins 2 fois 2 moins 2t, plus 2 fois 0 plus 2t, moins 2 fois 3 moins 2t, c'est-à-dire je viens de prendre les x, y, z et les mettre dans la formule du haut. D'accord? J'oublie pas le plus 4 égale 0. Tout ceci me donne moins 4 plus 4t, plus 4t, moins 6 plus 4t, plus 4 égale 0. Donc j'ai 4t, 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 12t. J'ai fait une bêtise, pardon. Si c'est bon. C'est un plus, c'est bien un plus là. Un plus là, oui, d'accord. Donc 4t, 4t, 4, 3 fois 4, 12t. Et ensuite, j'ai moins 4t plus 4t qui s'en vont. Je me retrouve avec moins 6. 12t moins 6 égale 0. T égale 6 sur 12, c'est-à-dire 1 demi. D'accord? Et avec ce t égale 1 demi, je peux revenir aux coordonnées du point, et je m'arrêterai là. Alors, les coordonnées du point, ça va être 2 moins 2 fois 1 demi. Ça va être 0 plus 2 fois 1 demi. Ça va être 3 moins 2 fois 1 demi. Donc, ça nous fait 2 moins 1, 1. Ici, ça nous fait 1. Et ici, ça nous fait 3 moins 1, 2. Donc, le point E a pour coordonnées 1, 1, 2. Voilà pour les coordonnées des points. Est-ce que, alors, pour ne pas dépasser, donc je ne vais pas plus loin sur l'exercice, même s'il reste des questions, mais je vous le redis, les corrections de ces questions seront dans le mail d'accompagnement. Est-ce que sur tout ce qu'on vient de faire, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce que ça correspondait à vos attentes? Est-ce que ça a été clair jusque-là? Et est-ce que vous vous sentez motivé pour réussir dans une semaine? Tout était parfait. Je vous remercie pour, les retours positifs. Je vous remercie pour l'attention. Et si vous avez des questions, je suis encore disponible quelques minutes. Sinon, je vais vous souhaiter une belle réussite à votre bac. Je vous souhaite aussi d'être bien concentré, de vous battre jusqu'à la dernière minute. Bon courage pour votre examen, tout à fait. Et puis ayez confiance en vous, c'est la moitié du chemin pour la réussite déjà. Voilà. Bonne continuation à vous. Au revoir.